généraliste, l'endocrinologue et le gynécologue peuvent faire le diagnostic et ensuite le suivi doit se faire de concert, toujours avec un gynécologue. Donc aujourd'hui, Omar Sfarewi va nous parler des critères diagnostiques actualisés ainsi que de la prise en charge. Merci Omar. Merci professeur Araki Hind d'avoir accepté de modérer ce webinaire. Alors, comme tu l'as très bien dit, le syndrome des ovaires polykystiques est probablement un des syndromes endocrinologiques les plus complexes. Avant de démarrer, je voudrais rendre un hommage, puisque nous sommes le 1er mai et c'est la fête du travail. Permettez-moi, vous, chers collègues, de rendre un vibrant hommage, surtout en cette période difficile, à tous les travailleurs et travailleuses qui œuvrent, notamment depuis ces 2 derniers mois, à nous permettre de garder une vie presque normale. Donc, je voudrais rendre à travers vous un vibrant hommage à tous ces travailleurs, bien sûr, sans oublier notre profession, nos collègues et les professions paramédicales qui, en ce moment, font un travail colossal pour nous permettre et pour permettre à toutes les populations du monde de pouvoir vivre dans des conditions du moins décentes. Alors, pour le syndrome, qu'en est-il du syndrome des ovaires polykystiques? Alors, il s'agit effectivement du syndrome métabolique ou des anomalies métaboliques les plus communes chez les femmes jeunes, notamment en âge de reproduction. C'est probablement la cause la plus connue et la plus fréquente des infertilités chez la femme. Sa prévalence au Maroc ou dans la région du Maghreb n'est pas très connue, mais je vous donne à titre d'exemple qu'en Inde, par exemple, 36% des adolescentes semblent souffrir d'ovaires polykystiques, ce qui peut nous donner une idée sur l'importance de ce syndrome. Globalement, 7 à 15% des femmes en âge de reproduction souffrent d'ovaires polykystiques. Nous connaissons à tous les symptômes ou les signes les plus fréquents, notamment l'hyperandrogénisme, les anomalies ovulatoires et les signes d'insulinorésistance. Bien sûr, cette pathologie semble exister avec une plus grande fréquence chez les femmes obèses, puisque 50% des femmes présentant des ovaires polykystiques ont un excès de poids. Des corrélations phénotype-génotype ont été démontrées suggérant le gradient génétique du syndrome d'ovaire polykystique. Et comme vous voyez sur cette diapositive, sur ce travail publié par une équipe italienne, vous voyez qu'il existe de multiples variantes par région, ce qui semble probablement mettre en évidence l'impact des flux migratoires, puisque toutes les personnes qui habitent dans les régions méditerranéennes, par exemple, que ce soit au nord ou au sud, semblent souffrir plus de syndrome hyperandrogénique que d'autres populations, notamment en Asie du Sud-Est. Un grand nombre de variantes génomiques ont été associées avec les ovaires polykystiques et plusieurs de ces associations n'ont pas pu être répliquées chez les différentes populations. Il est évoqué une étiologie multigénique à laquelle s'associent d'autres étiologies non génétiques, type régime alimentaire et l'exercice physique, qui semblent avoir une forte influence sur ce désordre. Sur cette diapositive, vous voyez que c'est une pathologie qui va évoluer en 2 temps. Une première période à partir de la ménarche où apparaissent les syndromes, les troubles ovulatoires et les problèmes de fertilité. Puis, avec le temps, vont disparaître ces symptômes pour laisser place aux troubles métaboliques ou à la maladie métabolique dont nous parlons. Et de ce fait, elle va faire intervenir plusieurs spécialités, du pédiatre jusqu'au gériatre, d'où l'importance de cette pathologie ou de ce syndrome. Et donc, vous voyez sur cette diapositive qu'il s'agit de 2 maladies au cours inversé dans l'histoire naturelle du syndrome des ovaires polykystiques, l'hyperandrogénie et la dysovulation au début, qui vont s'affaisser pour laisser place au syndrome métabolique qui peut se continuer même après la ménopause. Néanmoins, les signes avant la puberté ne sont pas encore bien connus et mériteraient probablement une plus grande attention de la part des médecins et du corps médical. Alors, cette pathologie a été décrite déjà il y a plus de 80 ans par 2 auteurs qui sont Stein et Leventhal sur 7 cas historiques où ils ont pratiquement décrit les différents signes cliniques
et les différentes anomalies ovariennes quand ils ont opéré ces patients. Et depuis ces 88 décennies, des signes ou des symptômes, une meilleure connaissance de cette pathologie est venue, mieux concerter le corps médical, et notamment les anomalies endocriniennes, ensuite les anomalies échographiques, et enfin une meilleure connaissance du problème métabolique. Alors, la première définition, la première classification des ovaires polykystiques a été mise en place par la NIH, la National Institute of Health, où elle a mis en évidence l'existence de deux critères qui sont l'hyperandrogénie avec ses signes cliniques et l'anovulation chronique. Et d'emblée, on a mis en doute ces différents critères puisque on a estimé que d'abord, en termes d'ovaires polykystiques, on pouvait avoir des hyperandrogénies sans anovulation, de même qu'on pouvait avoir également beaucoup d'anovulation ou de signes de femmes présentant des anos ou des dysovulations sans signe réel d'hyperandrogénie. Et donc, ça a créé un véritable bémol, notamment dans la mise en place d'études multicentriques ou d'études randomisées, puisqu'on a besoin de critères bien précis et de critères stricts pour démarrer ces études. Et bien sûr, quelques années après, est venu un groupe de 27 médecins qui se sont réunis à Rotterdam et qui ont mis en place une association de l'ECHRE et de la SRM pour mettre en place un consensus sur les nouveaux critères de ovaires polykystiques. Alors, des deux critères établis par la NIH, les critères révisés de Rotterdam ont bien sûr mis en place les trois critères, l'oligo-anovulation, les signes cliniques et biologiques d'hyperandrogénisme et bien sûr les signes échographiques d'ovaires polykystiques en excluant d'autres étiologies. Et bien sûr, ils ont insisté pour que obligatoirement au moins deux des trois critères existent avant de retenir le diagnostic d'ovaires polykystiques. Alors, une fois qu'on a comparé les deux critères du NIH et les trois critères de Rotterdam, qu'est-ce qui ressort? Il ressort que les mêmes patientes, quand on les met sur les critères de NIH, on avait pratiquement 35% de moins de diagnostic d'ovaires polykystiques. Et donc, il s'avère que les critères de Rotterdam nous donne plus de visibilité et une meilleure habilité à diagnostiquer les ovaires polykystiques. Et donc, ça se voit particulièrement sur cette diapositive, sur ce travail publié en 2016. Et vous voyez que par pays, par exemple, en retenant les critères de NIH en 90, l'Iran, par exemple, a retenu 7% de femmes porteuses d'OPK. Ce taux double quand on rajoute le troisième critère échographique. C'est la même chose également pour la Turquie. Et il faut savoir, bien sûr, que cette pathologie a une large prédisposition dans le bassin méditerranéen et dans la population du Moyen-Orient. Et ceci dit, ces critères de Rotterdam, qu'est-ce qu'ils nous ont mis en fait, entre les mains? Un ensemble de signes cliniques, échographiques et biologiques qui créent un réel dilemme, puisque les signes cliniques, comme vous le savez, on en retient trois, l'hirsutisme, l'obésité, l'anovulation, les signes endocriniens ou endocrinologiques que vous connaissez, et bien sûr les signes morphologiques à l'échographie d'ovaires polykystiques. Et de ce fait, on se retrouve devant un véritable dilemme. Et c'est là où plusieurs controverses sont revenues critiquer, si vous voulez, ces trois critères retenus par le groupe de Rotterdam et essentiellement le problème de reproductibilité de ces critères au niveau des différentes séries. Et de ce fait, on se retrouve au fait avec 4 phénotypes, comme vous le savez, puisqu'on a 3 critères. Un phénotype A qui regroupe les 3 critères, l'hyperandrogénie, les troubles du cycle et les signes échographiques. Le groupe B, le phénotype C et le phénotype D qui regroupe 2 des 3 critères. Néanmoins, ce qu'il faut retenir sur cette diapositive, c'est que l'hyperandrogénie n'est pas obligatoire pour faire le diagnostic d'ovaires polykystiques, puisque l'association des 2 autres signes, notamment dans 16% de la population, est suffisante.
Mais plus que ça, et je pense que c'est là le piège, puisque beaucoup de patientes peuvent être étiquetées ovaire polykystique syndrome uniquement sur des critères échographiques. Et donc, les signes échographiques seuls ne sont pas suffisants pour diagnostiquer l'ovaire polykystique, au même titre que les troubles de l'ovulation, puisqu'ils ne semblent pas constants dans ce syndrome. Entre-temps, Lille, la Société française d'endocrinologie à Lille en 2008, a émis des recommandations qui sont faites calquées sur les critères de Rotterdam. Et donc, ils ont classé, la classification dite de Rotterdam doit être utilisée avec l'existence d'une anomalie du cycle menstruel ou d'une aménorrhée, oligospanie-ménorrhée, une existence d'une hyperandrogénie clinique et ou biologique, la présence d'ovaires polykystiques à l'échographie et que 2 des 3 critères suffisent pour mettre en place ce diagnostic. Et en titre de commentaire, ils ont dit que cette classification est valable, bien sûr après exclusion des autres affections, donnant un trouble de l'ovulation tel que l'hyperandrogénie tumorale, l'hyperprolactinémie et bien sûr la présence isolée d'ovaires polykystiques à l'échographie ne doit pas suffire pour le diagnostic du syndrome d'ovaire polykystique. Bien sûr, comment exclure les autres éléments diagnostiques? Ce sont les signes qui donnent un excès d'androgène, tels que le Cushing, le déficit en 21-hydroxylase, les tumeurs productrices d'androgènes, bien sûr, d'autres types d'anomalies telles que les hypogonadismes hypogonadotropes, les insuffisances ovariennes, les hyperprolactinémies. Et bien sûr, il faut savoir que l'obésité n'est pas un élément, même si elle est fréquente, n'est pas un élément retenu et obligatoire. De même que la LH, le pic de LH ou la LH élevée et l'hyperinsulinémie, qui sont fréquents mais ne sont pas obligatoires pour le diagnostic. Et ceci dit, ce qui nous amène à mettre en place 3 types de troubles hypogonadiques ou de troubles gonadotropes liés à la sécrétion de FSH et de LH. Et bien sûr, quand cette FSH, LH et estradiol sont très effondrés, nous sommes plutôt dans le cadre d'un plutôt d'un WHO de type 1, qui sont les hypogonadismes hypogonadotropes, les types 2 qui sont les types d'ovaires polykystiques qui sont avec une inversion du rapport FSH-LH. Par contre, quand on a une FSH-LH élevée, un taux d'estradiol bas et une AMH également très basse, nous sommes plus dans le cadre de l'insuffisance ovarienne. Donc, il est important de faire le diagnostic différentiel entre ces 3 types d'anomalies ovulatoires. Et donc, nous sommes ici devant un contexte où vont interagir de façon variable 3 signes importants qui sont l'hyperandrogénie, l'aspect morphologique d'ovaires polykystiques à l'échographie et les oligoanovulations. Ces 4 types de phénotypes, comme je vous l'ai dit, sont d'associations variables en fonction des pays et en fonction des régions, comme vous le voyez ici. Par exemple, au niveau de l'Europe du Nord, c'est essentiellement l'hyperandrogénie et l'aspect morphologique d'ovaires polykystiques qui est dominant. Alors que dans d'autres pays, par exemple, comme l'Australie, on a une répartition assez équitable de ces 4 phénotypes, ce qui probablement fait des différences également génotypiques, puisqu'on a estimé que le génome n'était pas, ou les anomalies génomiques n'étaient pas retrouvées de façon similaire dans les différentes régions de la planète. Alors maintenant, qu'en est-il de l'hyperandrogénie? Bien sûr, tous les endocrinologues connaissent les signes cliniques d'hyperandrogénie, l'acné, l'hirsutisme, mais on sait tous, et les endocrinologues et les biologistes le savent encore plus, que les éléments biologiques à mettre en place pour le diagnostic sont très variables. Pour quelles raisons? Parce que nous manquons de normes, notamment chez la population normale, que les signes cliniques sont subjectifs en fonction des régions, notamment l'acné et l'hirsutisme. Nous savons que dans certaines régions, une hypertrichose peut être tout à fait physiologique, puisque de toutes les manières, elle semble moins prévalente en Asie du Sud-Est.
Et bien sûr, les anomalies biologiques, comme je vous l'ai dit, nous avons de multiples variantes biologiques à notre disposition, ce qui ne facilite pas la tâche, et que bien sûr, les normes ne sont pas encore bien établies, notamment dans les populations contrôlées. C'est le cas également pour l'index d'androgène libre qui peut être sous l'influence de plusieurs anomalies qui peuvent ne pas être directement en rapport avec les ovaires polykystiques, puisque cet index peut être élevé par l'œstradiol, par un œstradiol élevé. Il peut être également abaissé par l'androgène ou par l'insuline, ce qui met réellement en difficulté les anomalies, la possibilité de diagnostic biologique de cet hyperandrogène. Maintenant, qu'en est-il du critère échographique, qui est l'aspect morphologique des ovaires polykystiques? Alors, historiquement, selon le critère de Rotterdam, le critère morphologique ou des ovaires polykystiques, c'est la présence de 12 ou plus follicules de 2 à 9 mm par ovaire. Donc, la localisation n'est pas importante et avec une augmentation du volume ovarien au-delà de 10 millilitres. Le volume ovarien est, comme vous le savez, la multiplication de la longueur, de la largeur et de l'épaisseur divisée par 2. L'augmentation du stroma ovarien est quelque chose de très difficile à mettre en évidence échographiquement et donc n'est pas un élément objectif. Par contre, Rotterdam retient qu'un seul ovaire est suffisant pour diagnostiquer l'aspect morphologique d'ovaire polykystique. On n'est pas obligé de retrouver cet aspect dans les 2 ovaires. Et bien sûr, comme nous le savons tous, cette échographie doit être faite par principe au 2e, 3e jour du cycle. Et donc, les SHRE et la SRM ont retenu ce diagnostic de plus de 12 follicules et d'un volume au-delà de 10 cm3 ou de 10 mm ou 10 millilitres. Maintenant, c'est un critère qui a été établi en 2003 et n'a probablement pas tenu des avancées de la qualité de nos appareils et de nos échographes. Et donc, la question de la validité de ce critère est également aujourd'hui très, très largement posée. Preuve en est, si on prend une population avec, par exemple, un seuil de 12 follicules qui ne sont pas étiquetés ovaires polykystiques, vous allez voir qu'on pourra diagnostiquer jusqu'à 61,7% de la population jeune de 25 à 30 ans, ce qui est juste impensable. Et bien sûr, ce chiffre va baisser, mais on va quand même, entre 31 et 35 ans, avoir jusqu'à 35% d'une population normale qui peut être diagnostiquée à tort comme ovaire polykystique. Et donc, ce critère ou ce cut-off de 12 follicules est probablement très bas pour retenir le diagnostic échographique. Parce que tout simplement, l'échographie que nous avons ici durant la fin des années 90, et qui, si on la reprend chez les mêmes patientes, regardez le nombre de follicules qui vont apparaître, puisque la résolution de nos échographes est de mieux en mieux élaborée. Et donc, nous verrons probablement beaucoup plus de follicules avec des tailles beaucoup moins. Et donc, d'autant plus que ce nombre de follicules est directement relié ou en corrélation avec le taux d'AMH. Pour quelle raison? Parce que, comme nous le savons aujourd'hui, l'AMH est un produit ou une hormone qui est sécrétée par les follicules à un stade très, très précoce. Et donc, on a une réelle idée du pool de follicules préentraux et de follicules entraux. Et comme vous voyez, c'est important, nous y reviendrons tout à l'heure, ce taux d'AMH, quand on le dose dans le liquide folliculaire, va s'abaisser progressivement pour disparaître pratiquement lors du stade préovulatoire ou du stade ovulatoire. Cette AMH, on en parle puisqu'elle est importante et en corrélation avec les ovaires polykystiques, puisque vous savez que l'AMH a une action anti-FSH, c'est un anti-antagoniste de la FSH, et donc l'AMH va être élevée, comme je vous l'ai dit, mais au fur et à mesure de la croissance de la FSH, cette AMH va baisser progressivement, notamment dans le liquide folliculaire, pour permettre la croissance des follicules. Ça, c'est un élément qui est important à retenir, surtout quand on parlera des corrélations entre l'échographie et l'AMH dans le cadre des futurs critères diagnostiques à prendre en considération.
Et donc, on a essayé de mettre en place un cut-off pour l'AMH. Là aussi, il n'y a pas de consensus, comme vous le voyez, puisque dans cette série, le cut-off chez la population normale est extrêmement variable d'une série à une autre. Néanmoins, aujourd'hui, surtout après l'automatisation du dosage d'AMH, on retient un cut-off aux alentours de 4,2 nanogrammes, comme ça a été mis en place ou suggéré par une étude faite par Pini en 2016, publiée dans Fertility Sterility. Alors, la même chose pour l'échographie et pour les critères échographiques. Alors, cette diapositive qui a été publiée par De Whaley en 2017 met en évidence le nombre de follicules dans une population normale. Et donc, comme vous le voyez si bien, c'est une méta-analyse et vous voyez que le nombre ou le cut-off normal peut aller de 19 à 27 follicules chez des femmes jeunes qui ne sont pas censées être des patientes présentant des ovaires polykystiques. Et Doheny a mis en place un cut-off aussi bien pour l'AMH que pour le compte des follicules en trop et a retenu le nombre de 19 follicules par ovaire avec une sensibilité et une spécificité assez importante. Au même titre que pour l'AMH, on a retenu le chiffre de 5 nanogrammes, mais je pense qu'il peut être abaissé aujourd'hui, puisqu'en 2011, le dosage automatisé de l'AMH n'était pas quelque chose de très répandu, et on peut baisser effectivement aujourd'hui le cut-off de l'AMH aux alentours de 4,2 nanogrammes, comme je vous ai dit. Alors, que dire que conclure déjà pour les critères de Rotterdam? Il faut savoir que ces critères sont encore à l'évaluation. Nous sommes en 2020 et pourtant les critiques fusent encore concernant ce consensus. Il ne semble pas réalistique ou réaliste et réalisable pour aboutir à une finalité et surtout à une standardisation pour toutes les patientes OPK. On a probablement encore besoin de plus d'études concernant le diagnostic et les conséquences de cette pathologie dans différentes conditions et sous différents phénotypes. Et bien sûr, il est important d'unifier notre langage pour pouvoir donner des réponses aux questions que le corps médical et que les patientes se posent. L'idéal, comme vous le voyez, même si l'AMH n'est pas retenu comme critère diagnostique par le groupe de Rotterdam, mais je pense qu'il est utile de l'intégrer et que probablement un futur consensus nous donnera l'AMH comme élément important dans le diagnostic, bien sûr associé à l'échographie, surtout que l'AMH aujourd'hui est de diagnostic assez facile avec une certaine célérité, puisqu'on peut avoir des résultats dans les heures qui suivent, plutôt que d'envoyer une patiente, surtout quand on ne dispose pas d'échographie, à faire le parcours du combattant, aller faire une échographie avec toutes les variantes dont nous avons parlé. Donc, l'échographie et l'AMH doivent être mis en balance et retenus comme critères diagnostiques importants. Maintenant, qu'en est-il de la pathogénie? Il faut savoir que l'axe hypothalamique ou l'hypothalamus et les pulses de GnRH semblent être le primum movens de cette pathologie, même si beaucoup d'inconnus restent aujourd'hui de mise. Alors, cette pulsatilité va entraîner bien sûr une augmentation de la LH et les pulses de LH avec une inversion du rapport LH-FSH qui devient supérieur à 2. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un impact sur la tecovarienne. Et comme vous le savez, la tecovarienne est le lieu de synthèse des androgènes. Ces androgènes vont entraîner toutes les complications, notamment sur le profil lipidique et également sur l'insulinorésistance. Et cet androgène va entraîner une conversion en œstrone et cet œstrone va avoir un impact également sur l'endomètre puisqu'on peut aboutir à une hyperplasie endométriale avec les risques de cancer de l'endomètre qu'on sait plus élevés chez les femmes porteuses d'ovaires polykystiques. Alors, l'hyperandrogénie, comment peut-elle être diagnostiquée? Bien sûr, on sait que dans les hyperandrogénies, il y a une baisse du sex hormone binding globulin qui est sécrétée par le foie.
il y a une modification de la sensibilité à l'insuline, des anomalies lipidiques qui vont interférer, de même qu'une obésité avec une augmentation de la circonférence abdominale, on retient le chiffre de 80 cm chez la femme, et bien sûr les différents symptômes d'élévation des androgènes dont nous avons parlé, qu'ils soient cutanés ou autres. Alors, il faut savoir que 50 à 90% des patientes ont un taux d'androgène sérique qui est élevé. C'est ce qui va causer tous les symptômes, hirsutisme, acné, les alopécies et l'obésité de type masculine. Ça, c'est ces types d'hirsutisme qu'on peut avoir, l'acné ou l'alopécie, bien sûr. Il faut demander ce genre de symptômes aux patientes. Et bien sûr, parfois même une pilosité de type masculine. Là, c'est au niveau de la ligne blanche. L'acanthosis nigricans que connaissent bien les endocrinologues et les dermatologues, qui, à mon avis, est quelque chose de moins fréquent que les autres symptômes. Quant à l'insulinorésistance, il faut savoir que chez les OPK, elle est indépendante de l'obésité. Elle augmente le risque de diabète sucré, de diabète de type 2. Et bien sûr, les femmes obèses avec OPK semblent avoir beaucoup plus d'insulinorésistance que les femmes qui ont un poids normal. Il existe une prévalence de résistance au glucose dans 30 à 40%. Et bien sûr, 7 à 10% de prévalence du diabète de type 2 chez les patientes OPK. Donc, il faut savoir les rechercher. L'étiologie de cette insulinorésistance est largement inconnue. On met en évidence ou on soupçonne un lien génétique ou une mutation dans les récepteurs à insuline, et bien sûr, de même qu'une réduction de la tyrosine et de la phosphorégulation du récepteur à l'insuline. Alors, il va y avoir une production excessive de l'insuline et une insulinorésistance qui va favoriser tous les symptômes dont nous avons parlé, la novulation, la baisse du sex hormone binding globulin et avec une augmentation du taux d'androgène, aboutissant à une obésité abdominale et un syndrome métabolique. Alors, quelle influence sur l'axe hypothalamo-hypophysaire? Je vous l'ai mis sur cette diapositive, sur ce diagramme. Alors, cette insulinorésistance avec hyperinsulinémie va entraîner des changements dans l'axe hypothalamo-hypophysaire. Il va s'ensuivre une baisse de la production hépatique de la hormone binding globulin, une augmentation de la synthèse des androgènes par les ovaires et une augmentation de la LH sur la FSH qui vont être responsables de l'hyperandrogénie, de l'oligo-anovulation, ces deux symptômes qui sont réunis par moment dans les syndromes d'ovaires polykystiques. Et donc, l'impact de cette insulinorésistance, il va être multiple, notamment dans le syndrome métabolique avec les risques de diabète, d'hypertension artérielle, de dyslipidémie avec les risques de vasculaires à long terme et bien sûr les anomalies androgéniques et les anomalies ovulatoires. Donc tout ça peut être lié à cette insulinorésistance. Qu'en est-il de l'obésité et de l'insulinorésistance? Alors je vous ai dit tout à l'heure que 50% des patientes avec OPK étaient obèses et que plus de 80% étaient hyperinsuliniques et avaient une résistance à l'insuline. Et cette hyperinsulinémie, on est dans un cercle vicieux, contribue à l'hyperandrogénie et associe l'hirsutisme et les troubles menstruels. Et ceci dit, même les patientes minces ou de poids normal, qui sont 2/3 de ces femmes OPK qui sont minces ou de poids normal, semblent avoir un excès de la masse graisseuse et de l'adiposité. Donc, il est utile de rechercher cela chez ces patients. Les troubles menstruels, ils sont connus pratiquement de tous. Ce sont les oligos ou les aménorrhées qui débutent en général à la période prépubertaire. Ils débutent assez tôt chez les jeunes filles. On définit une spanioménorrhée, une oligoménorrhée ou une spanioménorrhée avec une femme qui a un cycle de plus de 35 jours ou 8 cycles ou moins menstruels durant une année. Cette réduction dans les ovulations peut être liée également à un déficit en sécrétion de progestérone. Et donc, que peut entraîner cette baisse de sécrétion de progestérone? Quelques saignements, puisque des femmes peuvent avoir, en dehors des spanioménorrhées ou des oligoménorrhées, peuvent avoir des saignements
ou des spottings fréquents, ce qui peut poser un problème pour le diagnostic de ces troubles menstruels. Et bien sûr, ne pas perdre d'esprit que cette augmentation isolée de l'œstrogène, non contrebalancée par la sécrétion de progestérone, est responsable d'une augmentation du risque de cancer de l'endomètre et d'hyperplasie de l'endomètre. Le syndrome métabolique dont nous avons parlé, bien sûr, il faut le rechercher, notamment les histoires familiales ou personnelles de diabète de type 2, l'obésité, l'hyperinsulinémie, l'hypertension artérielle, les dyslipidémies, l'athérosclérose et bien sûr l'hyperglycémie. Alors, cette étude réalisée, cette méta-analyse réalisée par Moran, sortie en 2010 sur Human Reproduction Update, montre clairement que les patientes OPK étaient en réelle augmentation du risque du syndrome métabolique, puisqu'ils multiplient le risque d'intolérance au glucose par 2,5, de diabète par 4 et de syndrome métabolique par 2. Donc, ce sont des patientes à suivre de façon assez rapprochée. Maintenant, qu'en est-il du diagnostic biologique? Alors, comme je vous l'ai dit, l'hyperandrogénie, normalement, est liée à une augmentation de la testostérone, mais cette testostérone, elle ne doit pas dépasser un certain cutoff qui est de 150 nanogrammes par décilitre. Et toute testostérone au-delà de 200 nanogrammes doit faire reconsidérer le diagnostic et plutôt faire rechercher une tumeur à sécrétion androgénique. La testostérone libre, malheureusement, n'est pas encore facilement dosable. Et ce qu'on dose aujourd'hui, c'est surtout la FAI, l'index d'androgène libre, qui aujourd'hui, le cutoff a été mis à 4,5, qui peut être comme un meilleur indicateur. Néanmoins, au-delà d'un taux de 2, d'index d'androgène libre au-delà de 2, on peut déjà suspecter l'hyperandrogénie liée aux ovaires polykystiques. Alors, le sulfate de DHEA, il est souvent normal, il faut le savoir, ou très légèrement élevé. Donc, s'il est élevé, il faut plutôt rechercher une tumeur sécrétante. Le ratio LH sur FSH, malheureusement, varie beaucoup selon le cycle menstruel et selon l'existence de certaines pathologies, comme un kyste fonctionnel de l'ovaire. Et bien sûr, il est relié à une sécrétion pulsatile et il a malheureusement très peu de sensibilité pour le retenir comme élément important dans le diagnostic d'ovaire polykystique. Pour l'hyperinsulinémie, bien sûr, elle est retenue comme une glycémie au-delà de 1,1, une HGPO, une courbe d'hyperglycémie provoquée perturbée. Mais l'hyperinsulinémie également est fréquente, mais n'est pas recommandée. Il n'est pas nécessaire de la doser. Et bien sûr, le syndrome métabolique, quand on recherche ces 5 symptômes dont nous avons parlé, et la présence de 2 des 5 critères qui sont la circonférence abdominale élevée, les anomalies lipidiques, l'hypertension et la glycémie, nous doivent faire penser au risque de syndrome métabolique. Alors, le diagnostic différentiel, bien sûr, on va probablement en discuter avec nos amis, c'est l'hyperprolactinémie ou l'hypothyroïdisme. Bien sûr, il faut savoir que l'hyperprolactinémie, quand elle est à un taux important, n'est pas liée à des ovaires polykystiques. Ce qu'on retient le plus souvent, c'est une prolactinémie quand elle est faite dans les règles, légèrement élevée, ce qui nous fait penser à ce qu'on appelle la big prolactine. Mais toute prolactinémie élevée dépassant un certain seuil doit nous faire rechercher un adénome à prolactine, l'hyperplasie congénitale des surrénales, les tumeurs ovariennes, bien sûr, le Cushing de syndrome et la mise sous traitement, certains traitements, notamment qui peuvent donner de l'hyperandrogénie, comme le danazol ou certaines pilules avec une androgénicité qui est élevée. Qu'en est-il du critère échographique? Alors, on a dit que le critère au-delà de 12 n'était pas aujourd'hui retenu comme un bon critère, étant donné le développement et l'amélioration importante de la résolution des échographes. Et il faut savoir que plus de 20% de femmes normales peuvent avoir un aspect échographique d'ovaire polykystique ou un aspect morphologique d'ovaire polykystique sans pour autant qu'elles soient étiquetées comme de véritables OPK ou de syndrome OPK.
Il faut bien sûr faire la distinction entre les OPK et les ovaires multikystiques, comme nous le savons tous. Il faut pour les OPK au moins 12 follicules. Dans le multikystique, on retrouve plusieurs kystes de volume élevé, au-delà de 10 mm, et un stroma qui est épaissi dans les OPK, ce qui ne l'est pas dans les ovaires multikystiques. Les critères échographiques aujourd'hui sont bien connus. Les follicules à un nombre élevé en périphérie, un épaississement de la corticale, et on peut bien sûr parfois retrouver dans pratiquement 80% des cas des femmes présentant des kystes fonctionnels, et on sait qu'ils sont assez fréquents dans le cadre des ovaires polykystiques. Alors, qu'en est-il du traitement? Alors, le traitement des ovaires polykystiques, bien sûr, est fonction de l'endpoint, de ce que veut la patiente et ce qui la dérange. Si c'est une adolescente, c'est probablement les signes d'hyperandrogénie ou les troubles du cycle qui la perturbent, alors que chez la femme en âge de procréer, elle est souvent inquiétée par les risques ou les problèmes d'infertilité. Et donc, il est important de prendre en considération le désidérata de la patiente et bien sûr en mettant en exergue dans tous les cas le suivi à long terme, puisqu'on sait que c'est des patientes qui sont sujettes à des complications, notamment liées au syndrome métabolique. Alors, comment gérer la fille adolescente? Bien sûr, ce sont des critères, des éléments que nous connaissons tous. Bien sûr, une jeune fille qui a un excès de poids doit être soumise à une réadaptation de son mode de vie, une baisse importante du régime, une baisse importante du poids, une revue de son régime alimentaire, ça c'est quelque chose d'important, aller sur la régulation du cycle ovarien, soit par une pilule, soit par une progestérone plus ou moins naturelle comme la dihydrogestérone, et bien sûr l'exercice physique est quelque chose d'important. Alors, le traitement le plus utilisé chez ces jeunes filles, c'est la pilule comme première ligne thérapeutique. Quel est son impact? C'est que d'abord, elle va baisser la sécrétion de LH et de l'androgène, surtout les pilules contenant de l'acétate de cyprotérone ou les nouvelles pilules contenant les nouvelles progestines comme la drospirénone. Ils vont élever la production du SHBG au niveau du foie. Ils vont baisser la bioaccessibilité de la testostérone. Et bien sûr, ils vont peuvent améliorer tous les symptômes dont peut souffrir une jeune adolescente, comme les signes d'hyperandrogénie ou les troubles du cycle. Alors aujourd'hui, depuis les travaux de Feldman en 2019, qui a essayé d'évaluer l'association de metformine avec la pilule, alors il ressort que l'association à la metformine à la dose de 1 g 500 mg 2 fois par jour chez ces jeunes filles semble améliorer la normalisation du cycle et la réduction du syndrome métabolique après l'arrêt de la pilule et de la metformine. Donc, il semble légitime chez certaines femmes, sur certaines filles, surtout quand elles ont un excès de poids. L'efficacité de la metformine semble louable. Alors, comme je vous l'ai dit, le traitement chez ces jeunes filles, c'est soit la pilule, le mode de vie amélioré, ou alors donner de la progestérone du 16e au 25e jour du cycle, qu'on peut associer également à des anti-androgènes quand il y a des signes d'hyperandrogénie élevés. Maintenant, qu'en est-il de l'infertilité? On sait bien sûr que ce syndrome est la première cause d'infertilité chez les patientes. Alors, dans quel contexte? Alors, 85 à 90% des femmes avec oligoménorrhée sont OPK, 30 à 40% des femmes avec aménorrhée ont également un ovaire polykystique, 15 à 30% des femmes OPK ont une acné, 90 à 80% des femmes anovulatoires peuvent vous parler d'une histoire d'infertilité. Plus de 80% de femmes qui ont des symptômes d'hyperandrogénie présentent un OPK. L'hirsutisme existe dans pratiquement 70% des cas. Et l'infertilité, elle, est dans 40% des femmes à 50% des femmes avec ovaires polykystiques. Alors, les ovaires polykystiques,
ont un impact sur la fertilité de la femme sur plusieurs volets. D'abord, sur la réduction des cycles ovulatoires. Donc, la femme n'ovulant pas, ses chances de conception vont être très faibles. On sait aujourd'hui que le taux de fécondation est également bas puisque la qualité ovocitaire est assez pauvre chez ces femmes OPK. La réceptivité endométriale est peut-être également impactée, donc avec un impact sur l'implantation. Et bien sûr, les effets de l'hyperinsulinémie et du risque de diabète vont également avoir un effet sur la viabilité fœtale, avec un risque de fausse couche qu'on sait plus élevé chez les femmes OPK et également un impact sur le bébé à la naissance qui n'est pas encore bien mis en exergue, mais on sait que les enfants de femmes OPK peuvent être plus exposés au risque de diabète et d'hypertension artérielle. Alors, quelles sont les modalités thérapeutiques? Bien sûr, le mode de vie est quelque chose d'important, mais je me permettrai d'arrêter ici quelques secondes pour dire que certains médecins, certains collègues recommandent à des patientes d'aller 6 mois, 1 an pour perdre, par exemple, si elles ont un excès de poids de 20 kg, de perdre 15-20 kg. Il faut savoir que c'est pratiquement le parcours du combattant et c'est pratiquement quelque chose qu'on ne peut pas demander aux femmes de faire. Elles vont s'égarer ou elles vont se perdre. Aujourd'hui, ce qui est reconnu, c'est de demander à la femme de perdre 5% de son poids. C'est-à-dire une femme qui a 80 kg, on va lui demander de perdre à peu près 4 à 5 kilos, c'est largement suffisant. Et aujourd'hui, il est prouvé que cette perte de 5% de poids améliore toutes les réponses aux traitements, que ce soit les traitements inducteurs à l'ovulation, que également les problèmes de syndrome métabolique. Bien sûr, on peut utiliser, puisqu'il s'agit d'une pathologie où il y a une insulinorésistance, les agents sensibilisants à l'insuline, le citrate de clomifène qui est connu depuis des décennies, les inhibiteurs de l'aromatase sur lesquels nous nous arrêterons, bien sûr les gonadotrophines, le drilling ovarien et enfin la fécondation in vitro. Eh bien, les deux sociétés comme l'Eschreux et la SRM, aujourd'hui, se sont clairement entendues et il y a un consensus clair sur la prise en charge des OPK, c'est-à-dire quand il n'y a que l'OPK comme facteur d'infertilité, ben c'est dans un premier temps le clomifène, mais je me suis permis de rajouter le létrozole qui va probablement être rajouté lors du prochain consensus. Comme deuxième ligne thérapeutique, c'est soit le drilling ovarien, soit les injections de gonadotrophine. Et bien sûr, la fécondation in vitro ne doit arriver qu'en fin de parcours. C'est le dernier recours, puisqu'on sait que les ovaires polykystiques ne sont pas une indication de première nécessité pour une fécondation in vitro. Bien sûr, ces traitements doivent garder à l'esprit ce beau travail qui a été publié dans le Lancet il y a déjà une quinzaine d'années et qui parle de quelque chose que nous connaissons aujourd'hui tous. Dès qu'on manipule les traitements de la fertilité, regardez qu'est-ce qui se passe. Le taux de grossesse multiple, que ce soit les grossesses gémellaires ou les grossesses triples ou au-delà, vont s'élever de façon extrêmement importante par rapport à une population normale ou des femmes qui ne prennent pas de médicaments inducteurs de l'ovulation. Donc, il faut toujours garder ça à l'esprit puisqu'il va en découler notre attitude thérapeutique. Et donc, au-delà, des nouvelles recommandations dans la gestion de l'infertilité sont arrivées. D'abord, le clomifène ou le létrozole comme première ligne thérapeutique. Il faut toujours démarrer pour le clomifène à 50 mg par jour. Il vaut mieux, aujourd'hui, toutes les études l'ont démontré, démarrer tôt du 2e au 6e jour plutôt que le 4e ou 5e, 9e jour du cycle pendant 3 mois. Il est important d'évaluer l'efficacité du clomifène et donc ramener la patiente pour un examen échographique. Et quand ça ne marche pas, il faudrait augmenter de 50 mg à chaque fois jusqu'à obtenir un follicule, c'est-à-dire obtenir une ovulation avec un follicule au maximum 2 follicules, parce que si la patiente répond de façon excessive, il est impératif d'arrêter le traitement vu les risques de grossesse multiples que nous connaissons. Il faut savoir que beaucoup de femmes ne répondent pas à un seul traitement de clomifène, surtout quand elles ont un excès de poids, puisqu'on aboutit uniquement à 20% de taux d'ovulation avec un seul comprimé et que
Mais par contre, avec l'augmentation du clomifène, 80% de ces femmes vont ovuler et jusqu'à 50% de ces femmes vont concevoir. Donc, il en résulte une efficacité assez bonne de citrate de clomifène chez ces patientes. Par contre, aujourd'hui, il y a un consensus clair là-dessus. Il n'est pas utile de rajouter de l'œstrogène, comme le font beaucoup de nos collègues, notamment du 8e au 12e jour du cycle. Il est extrêmement inutile. Et surtout pas de progestérone de façon systématique. Je vous donne un exemple. Si vous donnez du clomifène, par exemple, et que la femme peut n'ovuler qu'au 18e ou au 19e jour du cycle, nous le savons, les ovulations peuvent être très retardées, alors que vous avez démarré votre progestérone le 16e jour du cycle, vous avez tout simplement mis fermé la fenêtre thérapeutique. Et comme si on avait pratiquement donné une pilule, et donc on n'est plus dans l'objectif essentiel qui est le désir de grossesse. Donc le clomifène seul est suffisant. Alors maintenant, est-ce qu'il faut donner de l'HCG, puisque quelques médecins semblent donner de l'HCG pour induire l'ovulation? Alors voilà une méta-analyse qui a été faite et qui nous donne les différentes réponses. Alors la dernière Cochrane, qui a été publiée en 2009, dit qu'il n'y a pas de différence à donner l'HCG ou ne pas induire l'ovulation de façon artificielle. Et donc, aujourd'hui, il y a un consensus à ne pas donner l'HCG, d'injection d'HCG chez les femmes qui sont sous citrate de clomifène pour des rapports programmés. Il suffit de leur préconiser la moyenne des rapports habituels, qui est une moyenne de 2 rapports sexuels par semaine. C'est largement suffisant, étant donné la durée de vie des spermatozoïdes que nous connaissons, qui est aux alentours de 72 heures. Alors, est-ce qu'il faut monitorer par contre le clomifène ou juste faire une prescription et envoyer la patiente chez elle? Sur cette diapositive, il y a un travail publié par Rambourg et Koenig, déjà il y a une dizaine d'années. Alors, quand on utilise l'échographie versus non, pas d'échographie, qu'est-ce qui se passe? On a un taux de grossesse et un taux de bébé à domicile pratiquement de 40% plus élevé quand on utilise l'échographie. Et donc, qu'est-ce qui ressort? Qu'il est très important de faire une échographie, un monitorage échographique jusqu'à avoir la réponse adéquate, c'est-à-dire rappeler la patiente, ce qui est faisable, rappeler la patiente vers le 10e, 11e jour du cycle et voir s'il y a un follicule au-delà de 11-12 mm. On sait qu'au-delà de 12 mm, on a pratiquement une croissance qui est normale de l'ordre de 1 à 2 mm par jour et on peut même prédire à 1 ou 2 jours près la survenue d'une ovulation. Et donc, il est important de monitorer échographiquement ces patients. Cette étude publiée déjà, qui est assez ancienne, par Rambourg, là nous dit exactement les mêmes résultats. On aboutit à 73% d'ovulation et pratiquement 36% de grossesse. Mais un élément important, c'est qu'il y a 20% de fausses couches, alors que donc le double par rapport à la population normale. Et bien sûr, 8% de grossesse multiple, ce qui est une complication aujourd'hui de ces traitements. Et en plus de ces effets, on sait qu'il y a également un élément délétère de ce clomifène, puis qui est un impact sur l'épaisseur endométriale, puisqu'il semble exister jusqu'à 1 à 3 femmes sur 10. Et puis, elle est causée par la régulation, le feedback négatif de l'œstradiol. Et bien sûr, on sait que c'est un élément qui est délétère, puisqu'à moins de 6 mm, peu de grossesses peuvent survenir et que cette baisse de l'épaisseur de l'endomètre n'est pas liée au clomifène et peut être survenir de façon itérative chez la même patiente, et auquel cas il faudra changer de fusil d'épaule et modifier le traitement. Et donc, un des traitements aujourd'hui dont nous disposons, même si à ce jour, il n'a pas l'autorisation de mise sur le marché en ce qui concerne les ovaires polykystiques, ce sont les inhibiteurs de l'aromatase, et notamment le létrozole. Alors, il faut savoir que l'avantage du létrozole, c'est son action périphérique, puisqu'il va avoir une action anti-œstrogène périphérique, ce qui va entraîner une élévation de la FSH.
et donc il va entraîner un feedback positif avec un déclenchement de l'ovulation et de développement folliculaire et de l'ovulation. Et par ailleurs, il n'a pas les effets de l'action centrale que peut avoir le citrate de clomifène, notamment sur l'endomètre et sur la glaire cervicale. Par ailleurs, la dernière étude faite par Tan en 2019, qui a été déjà entamée par Tulandi, montre il semble y avoir moins d'effets délétères sur le fœtus, moins de tératogénie que le citrate de clomifène, même si cette différence n'a jamais été significative. Et donc, pour beaucoup aujourd'hui, le létrozole doit être probablement la première ligne thérapeutique en parallèle avec le clomifène. Alors, quelle dose il faut le donner? C'est à la dose de 2,5 mg, puisque c'est des comprimés de 2,5 mg, sans jamais dépasser 7,5 mg. Là aussi, on y va en step by step, démarrer à 2,5, les mêmes recommandations que pour le clomifène, faire un monitorage échographique et augmenter par palier de 2,5 mg sans dépasser 3 comprimés jusqu'à aboutir à une ovulation. L'avantage du létrozole est qu'il semble, avec son effet sur la FSH, n'entraîner qu'une ponte d'un seul ovule, c'est-à-dire elle est plus mono-ovulatoire, alors que le clomifène, par son action centrale, peut aboutir à un développement multifolliculaire. D'ailleurs, même ces hyperstimulations ont été décrites par le clomifène. Alors, qu'en est-il du metformine? Il a été longtemps considéré comme le premier traitement chez les femmes OPK, partant du principe qu'elles avaient une insulinorésistance. On sait que le metformine améliore le syndrome métabolique et également certaines anomalies du trouble du cycle, améliore l'insulinorésistance et peut avoir un effet bénéfique sur le syndrome métabolique. Alors, sur l'ovulation, il ne restaure l'ovulation que de 30 à 40% des cas. Et certains ont mis l'hypothèse qu'il augmenterait l'efficacité du clomifène. Nous verrons ça par la suite. On va de 1 g à maximum 1700 mg par jour après le dîner, ce qui semble réduire les effets secondaires, même si les patientes qu'on met sous metformine semblent souffrir effectivement de beaucoup de troubles digestifs. Alors, le metformine seul chez les femmes obèses n'a pas montré dans l'étude de Tang de différence significative par rapport au placebo et que quand on les avait mis sous exercice physique pour une perte de poids, le même pourcentage de patientes avec ou sans metformine aboutissait à une ovulation. Et donc, on a plus mis le bénéfice sur la perte de poids. L'étude de Tang en 2009, qui est une Cochrane, n'a pas montré d'efficacité du metformine seul en termes d'amélioration de taux de naissance vivante, même quand il était en association avec le clomifène. Néanmoins, on sait que, et donc, il a conclu que le bénéfice de la metformine dans le cadre de la fertilité était assez limité chez les patientes souffrant d'ovaires polykystiques. Eh bien, juste après cette méta-analyse est venue l'étude de Legros que connaissent beaucoup de nos collègues. Cette étude a essayé d'apporter une réponse assez éloquente à ces différentes associations thérapeutiques avec 3 armes, clomifène seul, metformine seul ou l'association des deux. Qu'est-ce qui résulte? Que les chances de grossesse et de naissance vivante par clomifène étaient nettement supérieures à celle du metformine et que l'association des deux n'apportait pas un bénéfice réel puisqu'elle n'était pas significativement plus élevée, l'association clomifène-metformine par rapport au clomifène seul. C'est ce qui ressort sur cette diapositive. Voilà. Et bien sûr, l'effet du clomifène et de la metformine, bien sûr, sont inversement proportionnels à l'indice de masse corporelle, puisque plus ces femmes seront minces, plus les chances de grossesse et d'avoir un bébé vont être beaucoup plus élevées, puisque vous voyez qu'au-delà de 35, les chances de conception seront beaucoup plus faibles que les femmes de poids normal ou légèrement élevées.
Et donc, Legros a également comparé sur une méta-analyse intéressante le létrozole versus le clomifène, puisqu'on avait besoin d'une réponse. Et en 2014, qu'est-ce qui nous dit que le létrozole, par contre, était donné significativement plus de grossesse que le clomifène, 27,5% versus 19%. Et donc, le létrozole avait de meilleurs taux de grossesse. Voilà, c'est l'association létrozole versus clomifène en termes de taux de naissance vivante et bien sûr et également en fonction de l'indice de masse corporelle. Plus cette masse corporelle était élevée et plus les chances de grossesse étaient diminuées. Cette méta-analyse qui a été publiée récemment, enfin il y a 5 ans par Rock dans la revue Gynecology Endocrinology, aboutit à la même conclusion. Et il y a sensiblement une supériorité du létrozole par rapport au clomifène, sans avoir pour autant le même taux de grossesse multiple. Et bien sûr, le taux de fausse couche et d'ovulation était similaire. Il en va probablement le bénéfice sur la qualité de la glaire et probablement sur l'endomètre, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui font la différence par rapport au clomifène. Alors, qu'en est-il du myo-inositol? Aujourd'hui, beaucoup d'études sortent concernant le myo-inositol seul ou en association avec le déchiroinositol. On sait que le myo-inositol a un impact sur la qualité ovocytaire. Aujourd'hui, les études en FIV nous l'ont démontré. Cette étude publiée en 2009, association myo-inositol seul ou myo-inositol avec ou sans acide folique, elle a montré que le myo-inositol avait une différence significative, notamment en termes de fécondation in vitro. Sur la durée de stimulation, ces femmes consommaient moins d'ampoules de gonadotropine et également un taux de stradiol qui était moins élevé, donc moins de risque d'hyperstimulation. Donc, ils ont conclu que ça réduisait les nombres de follicules et réduisait également le pourcentage de cycles annulés pour risque d'hyperstimulation. Donc, vous voyez que ça, ce sont les études liées au myo-inositol et son impact positif, notamment sur la qualité ovocytaire, puisque certaines études ont même évalué la qualité ovocytaire. Ils ont montré une nette amélioration avec une nette amélioration de la qualité embryonnaire. Et donc, le myo-inositol aurait un impact positif. Les femmes chez qui on a analysé le myo et le déchiroinositol, ça c'est la femme normale, essentiellement le myo-inositol, alors qu'il semble y avoir le déchiroinositol en quantité plus élevée. C'est ce qui explique probablement l'impact négatif sur la qualité ovocytaire. Par contre, le déchiroinositol a un impact très positif sur le syndrome métabolique. Et donc, ce qui ressort aujourd'hui, que chez la femme obèse qui a un risque élevé de syndrome métabolique, il est essentiel d'associer les deux, myo-inositol et le déchiroinositol, sur une corrélation de 40/1. Il faut qu'il y ait 40 fois plus de doses de myo-inositol par rapport au déchiroinositol, alors que chez les femmes jeunes, chez les femmes qui n'ont pas d'excès de poids, le myo-inositol seul est intéressant puisque c'est celui qui agit le mieux sur la qualité ovocytaire et l'amélioration des taux de grossesse. Et donc, cette méta-analyse conclut parfaitement l'effet et le bénéfice du myo-inositol, puisque vous voyez qu'il améliore la périodicité du cycle quand il est associé, bien sûr, avec l'induction de l'ovulation. Il y a moins de follicules. Sans amélioration du taux de grossesse pour Morgante. Il semble réduire également le syndrome métabolique et les altérations cliniques. Donc, grossièrement, le myo-inositol, associé ou non au déchiroinositol, semble avoir un bénéfice certain chez les femmes présentant un ovaire polykystique. Alors, qu'en est-il des gonadotrophines? Je vais aller assez rapidement. Il semble que les OPK ont une sensibilité plus élevée aux gonadotrophines, donc il y a un risque qu'il y ait une réponse plus élevée rapide, c'est ce qu'on craint essentiellement. On peut avoir des réponses explosives qu'il faut savoir éviter. Et donc, dans le cadre de stimulation monofolliculaire, il est essentiel de faire aller sur un protocole step-up chronicle low dose, commencer par une dose très faible
pendant 14 jours. Si ça ne répond pas, augmenter par palier de 25 ou de 37,5 unités de FSH jusqu'à aboutir à une croissance d'un follicule. Il faut savoir qu'il ne faut pas s'arrêter. 97% des femmes, même qui résistent à la gonadotrophine en dose faible, finissent par aboutir à une ovulation. Et on constate que beaucoup de médecins, si vous voulez, perdent patience et demandent à la patiente d'arrêter son traitement même après 18-20 jours. Il a été démontré des ovulations même après 45 jours chez les femmes présentant des ovaires polykystiques. Alors, voilà les résultats qui ont été déjà il y a longtemps publiés. Vous voyez qu'on arrive à 50% pratiquement de conception, mais avec un taux de grossesse multiple qui est beaucoup plus élevé et un taux de fausse couche également qu'on doit s'attendre plus élevé chez les patientes OPK. Cette étude qui a été updatée par Hamburg en 2009, puisqu'elle a été élargie à 2470 cycles, et on finit par avoir pratiquement une ovulation, uni-ovulation dans 71% des cas. Alors, comme je vous l'ai dit, on peut aller le maximum possible, bien sûr, et à défaut d'une stimulation par les gonadotrophines, ou quand on a également une résistance à la gonadotrophine, nous avons une autre arme entre les mains qui est le drilling ovarien. Ce drilling est indiqué en cas de résistance, notamment au clomifène ou au létrozole. Son objectif est d'aller perforer cette coque ovarienne qui est très épaisse et permettre aux follicules de se développer. Alors, il améliore la conception de façon certaine, mais surtout dans les 6 à 12 mois qui suivent, qui semble qu'on perd ce bénéfice avec le temps. Et il est utile de continuer à suivre ces patientes. Et si au bout de 2 à 3 mois après le drilling, vous constatez que la ovulation persiste, il est utile de démarrer un traitement par clomifène ou létrozole pour aider ces patientes à mieux ovuler. Bien sûr, il est licite de ne proposer ce drilling que chez les femmes qui ont moins de 3 ans d'infertilité. Au-delà de 3 ans, cette méthode ne semble pas donner un grand bénéfice. Et au final, nous arrivons à la fécondation in vitro. Elle est indiquée, comme je vous l'ai dit, comme dernière ligne thérapeutique, uniquement chez les femmes chez qui on a tout essayé, du clomifène ou du létrozole jusqu'à la stimulation possifolliculaire, voire même les inséminations intra-utérines. Ou bien sûr, quand cet ovaire polykystique est associé à un autre facteur, comme le facteur tubaire ou le facteur masculin. Cette fécondation in vitro, elle doit se faire en ayant à l'esprit que ces femmes sont des hyperrépondeuses et qu'il faut impérativement éviter le syndrome d'hyperstimulation ovarienne. Et c'est de là que certains recommandent l'utilisation de la pilule en pré-FIV. Ça semble réduire légèrement les risques d'hyperstimulation. La metformine également, dans la méta-analyse de Legros, a démontré son bénéfice unique dans le cadre de l'infertilité, qui est la baisse du risque d'hyperstimulation ovarienne. L'utilisation du protocole antagoniste est aujourd'hui un impératif. Et bien sûr, quand il y a un risque d'hyperstimulation, ça nos amis, les gens qui font de la fécondation in vitro le savent, on fait une ovulation, un déclenchement par les agonistes et on peut aller vers le freeze-all embryo pour réduire les risques d'hyperstimulation. Voilà, donc vous voyez que les risques d'hyperstimulation sont liés aux critères échographiques et à l'AMH. Et plus cet AMH sera élevé, plus les risques d'hyperstimulation seront élevés. Les antagonistes, aujourd'hui, il est démontré moins de risques d'hyperstimulation et en plus, elles nous permettent de faire le déclenchement par les agonistes, ce qui réduit de façon très importante les risques d'hyperstimulation sévère. Ça, c'est le protocole avec l'agoniste trigger que les gens qui font de la PMA et les fertologues connaissent très bien. Et donc, au-delà de 25 follicules, au-delà d'une AMH, au-delà de 4,5 nanogrammes, il y a un réel bénéfice à déclencher par les agonistes et à aller sur du freeze-all pour faire un replacement d'embryon en cycle artificiel. Donc, pour résumer, le létrozole est la première ligne de traitement d'anovulation, puis le clomifène, mais pas la metformine. Ensuite, la faible dose de FSH
peut être efficace et safe avec peu de risque d'hyperstimulation. En cas de fécondation in vitro, l'utilisation des antagonistes doit être la règle. Pour conclure, il est important de comprendre la gestion de ces ovaires polykystiques qui, bien sûr, nécessitent une approche centrée sur la patiente, parce qu'on a vu la multitude des symptômes et des doléances des patientes. Il faut prendre le temps d'éduquer ces patientes et de les conseiller. Ça, c'est quelque chose d'important. Il faudrait agir sur le mode de vie. Ça, c'est quelque chose qui est important, surtout que ça a un impact très important sur l'amélioration des complications à distance. Et bien sûr, il faudrait toujours garder à l'esprit ce schéma qui montre ces deux maladies qui vont aller dans un sens inverse au niveau chronologique. Les femmes jeunes avec tous les troubles reproductifs, puis les femmes âgées avec les troubles métaboliques. Et je vous remercie. Surtout, merci d'avoir été restés nombreux. C'est un sujet qui est assez long. Merci, professeur Sfraoui, pour votre intervention. Merci beaucoup. Désolée pour tout à l'heure, j'avais un petit problème de son. Professeur Sfraoui et professeur RS auront le plaisir de répondre à vos questions, chère audience. Donc, il suffit de cliquer sur l'onglet questions-réponses. Là, à vous. Merci. Merci. Je vais laisser Omar se reposer un petit peu. Bravo, c'était très complet. J'ai regardé les questions auxquelles peut-être l'endocrinologue pouvait répondre et je te suggère de suivre aussi les questions pour que tu puisses répondre juste après aux autres. Alors, je vais démarrer par mon ami le docteur Randy qui a insisté sur le fait que la diététique bien menée donne de très bons résultats sur le poids et l'insulinorésistance et bien entendu sur le SOPK. J'abonde tout à fait dans sa réponse. Ça, c'est pour les jeunes filles qui sont en âge de procréer ou qui refusent la pilule notamment. Donc, ces jeunes filles-là, on peut au moins leur proposer au départ la diététique et si c'est fait par un médecin qui s'y connaît, eh bien, ça peut marcher. Il y a eu beaucoup de questions de diabétologie. Alors, des questions, je les ai groupées pour la metformine. Alors, la metformine est indiquée chez l'adolescent à une posologie de 1 gramme par jour, mais l'AMM, c'est pour les diabétiques et non pas le SOPK, même si vous le savez, l'AMM n'existe pas. On l'utilise et on l'utilise, on a l'impression que ça marche et dans beaucoup d'études, effectivement, ça marche. C'est controversé, mais on continue de l'utiliser. Mais chez l'adolescente, il ne faut pas dépasser 1 gramme par jour, alors que chez l'adulte, on arrive, comme a dit Omar, jusqu'à 2 comprimés de 850 mg. Il n'y a pas de consensus, par contre, pour la durée. Il y a une question sur la durée. En fait, tant que ça dépend de la plainte de la patiente, est-ce que c'était un SOPK avec infertilité? Est-ce que c'était SOPK par rapport aux troubles du cycle? Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de consensus sur la durée. Par contre, ne vous inquiétez pas, la metformine n'est pas un hypoglycémiant, donc il n'y a pas de risque d'hypoglycémie chez les patients non diabétiques. Une question de docteur Nasseri, comment éviter le diabète avec les OPK? En fait, je vous encourage, dès que vous avez une femme avec des troubles du cycle, à regarder la nuque notamment pour rechercher la canthosis nigricans. S'il est là, eh bien, il faut essayer justement de faire de l'activité physique, des mesures hygiéno-diététiques. Il n'y a pas de mystère. Il faut encourager les patients à manger sainement et à faire de l'activité pour qu'ils puissent perdre du poids et notamment stabiliser leur poids pour pouvoir avoir moins d'insulinorésistance et donc moins de risque de diabète dans le temps. Alors, il y a eu beaucoup de questions sur l'inositol. Grâce à ce topo, j'ai regardé un peu la littérature et j'ai trouvé qu'il y avait une revue de mars dernier qui a mis un très beau titre parce qu'elle s'étonne que l'inositol soit toujours utilisé alors qu'il n'y a aucune évidence médecine, evidence-based. Et donc, il parle d'utilisation arbitraire. Alors, très certainement qu'il y a des études qui ont démontré des petites choses, mais en termes d'évidence-based, c'est vrai que les preuves sont faibles. On m'a dit tout à l'heure, on l'utilise, mais on l'utilise parfois en association. Enfin, il y a pas mal d'études qui ont été faites, mais ce n'est pas le médicament de première intention pour le SOPK. Ce n'est pas non plus un médicament de première intention pour l'obésité, puisque la question a aussi été posée.
Alors, j'ai aussi encore deux petites questions et je te laisse la parole. Le létrozole n'est pas un traitement de l'hyperlipémie, hein. C'est un inhibiteur de l'aromatase non stéroïdien et lui, son indication n'est pas du tout par rapport aux lipides, hein. Il faut garder ça à l'esprit. Une dernière question sur le Dostinex. Le Dostinex n'est indiqué chez les femmes avec SOPK que s'il y a une hyperprolactinémie associée, hein, ce qui existe à ce moment-là dans à peu près 25-30% des cas. Omar, je te laisse argumenter après, hein, si tu n'es pas d'accord. Donc, voilà, c'était les questions que j'ai vues depuis le départ. Il y en a peut-être d'autres, mais je vais te laisser continuer. Et notamment, une autre question, je pense, qui t'est destinée parce que Dr. Randy est endocrinologue. Quel anti-androgène vous utilisez? On utilise, quand il est dispo, l'androcure, donc l'acétate de cyprotérone dans notre service. Et on voudrait avoir ton expérience. Merci, Omar. Merci Hind, merci d'avoir vouloir partager ce webinaire avec moi. Alors, sur les questions, moi, je voudrais déjà rebondir sur la prolactine. Effectivement, il y a un énorme débat. Et on voit beaucoup de patientes traitées, de patientes OSOPK, traitées par des anti-prolactinémiants sur d'abord des taux qui sont très peu élevés, aux alentours de 30-35. Je ne pense pas que chez ces patientes ils ont souvent une prolactine un peu tonique, mais par contre, quand il y a une prolactine très élevée, là, par contre, il faudrait bien sûr la redoser, voir, ça, je pense que tout le monde le sait, les conditions dans lesquelles, parce qu'on sait que les conditions sont importantes de dosage de la prolactine, et si elle est réellement élevée, il faudrait aller rechercher autre chose que les ovaires polykystiques, parce qu'on sait que l'hyperprolactinémie, quand elle est associée, elle est vraiment fruste, elle n'est pas très élevée, pas suffisante pour traiter par des produits tels que le Dostinex ou autre. Donc ça, c'est… On commence à réfléchir quand c'est au moins 2 fois la limite supérieure de la normale, hein. En dessous, c'est vraiment pas d'une hyperprolactinémie, on va dire. Tout à fait. Alors, je vais essayer de répondre aux questions. OPK et grossesse, l'essentiel, effectivement, ce sont les risques du syndrome métabolique et du diabète qui peuvent compliquer le déroulement de la grossesse et qui probablement peuvent être responsables du taux de fausse couche un peu plus élevé. Alors, j'ai une question de Nahid. Pour les jeunes filles qui présentent des spanioménorrhées, faut-il donner de la progestérone ou laisser la patiente sans règles? C'est une excellente question. Eh bien, la réponse, vous l'aurez chez la patiente, chez la jeune fille. Je pense qu'il est important de savoir écouter les patientes. Si, avec ses copines qui lui disent on a nos règles tous les mois, etc., et que ça l'embête, on peut l'aider par de la progestérone naturelle du 16e au 25e jour. Mais il faut lui dire qu'à chaque fois qu'on va arrêter ce traitement, la spanioménorrhée va ressurgir. Et donc, c'est important que les filles ou les jeunes filles comprennent que c'est un syndrome qu'elles vont porter, il va devoir les accompagner pendant toute leur vie, même après la ménopause, puisqu'on a parlé des risques métaboliques. Alors, l'association myo-inositol et metformine, je pense qu'Hind en a très bien parlé. L'essentiel des études qui sont sorties concernant la fécondation in vitro et le myo-inositol. Il y a un rationnel par rapport à la qualité ovocytaire, puisqu'on sait qu'il y a des différences chez les femmes OPK et chez les femmes normales, normo-ovulantes, puisque le myo-inositol est présent essentiellement en totalité, 100% c'est du myo-inositol chez les femmes normo-ovulantes, alors que le déchiro-inositol qui a un impact négatif. Mais effectivement, les études qui apportent une evidence-based medicine manquent à ce jour. Et il semble qu'il faut l'utiliser, mais ce n'est certainement pas un produit de première intention. C'est un produit qui peut être utilisé en accompagnement des inducteurs de l'ovulation. Ça, c'est extrêmement important. Donc ça, j'ai répondu à la question du docteur Dick. Je ne sais pas si tu as des questions qui m'ont échappé. Les pilules les plus utilisées, c'est chez la jeune fille. Je ne peux pas dire de nom commercial puisque nous n'en avons pas le droit. Mais les produits, comme a dit Hind, des produits à base d'acétate de cyprotérone, il y en a 1 ou 2 sur le marché. Et aussi les nouveaux produits à base de nouveaux progestines comme la drospirénone ont une action anti-androgénique.
notamment par l'action sur la spironolactane. Donc, ils semblent tous avoir une action anti-androgénique. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Hind. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Tu as aussi des questions dans la rubrique conversation, en fait. Ah, Que doit-on faire, même si tu en as parlé, avec une jeune fille de 15 ans qui se présente avec des symptômes d'OPK? Excuse-moi, que peut-on? Que doit-on faire avec une jeune fille de 15 ans qui présente des symptômes d'OPK? Est-ce qu'on la traite ou on la laisse, par exemple, en aménorrhée? Il y a plusieurs. Laquelle j'ai répondu à une des questions auxquelles j'ai répondu, c'est effectivement le choix et la discussion avec la jeune fille qui doit orienter notre prise en charge. Il faut d'abord la sensibiliser, lui dire que c'est quelque chose qu'elle va probablement, avec lequel elle doit probablement composer pendant des années durant. Même si on a observé, surtout chez les femmes obèses, une amélioration de ce syndrome quand elles perdaient du poids ou dans des cas extrêmes, quand elles faisaient de la chirurgie bariatrique. On en a vu, mais le choix probablement se décidera avec la jeune fille. Si elle est embêtée par ces spanioménorrhées, il est licite de les traiter par progestérone ou par pilule. Si elle ne l'est pas, on peut très bien laisser ces jeunes filles tranquilles. Elles vont avoir leurs règles tous les 2 mois, tous les 3 mois, voire même un peu plus. Ça ne semble pas avoir un impact négatif sur la santé de la jeune fille. Alors, tu as une question d'un médecin généraliste qui te dit, je pense, quelles sont les limites du MG dans la prise en charge des OPK? C'est une excellente question. Le médecin généraliste prend en charge les ovaires polykystiques et je pense qu'il sait la prendre en charge. Ce qui est important, c'est d'être sûr du diagnostic. Je me permets de rebondir encore une fois là-dessus parce que beaucoup de femmes se sont étiquetées, elles vont s'étiqueter OPK pendant des années durant sur uniquement un seul symptôme, soit sur une acné ou une petite perte de cheveux, soit sur un examen échographique. Or, on sait aujourd'hui que le critère est de 19 follicules, donc il est assez difficile, il faut savoir les compter un à un. Mais l'existence de ces critères, d'un critère seul, ne fait pas d'une femme OPK parce que l'impact psychologique est extrêmement lourd. Donc, il faut impérativement qu'il ait au moins 2 critères qu'il faut garder à l'esprit. Les signes d'hyperandrogénie, cliniques ou biologiques, les signes ovulatoires, les troubles d'ovulation et les aspects morphologiques à l'échographie. Il faut qu'il y en ait absolument, impérativement 2 de ces 3. Il peut bien sûr la gérer puisqu'il peut gérer l'adolescente pour ses troubles du cycle, pour son hyperandrogénie. Pour la fertilité, c'est là où probablement il faudrait mettre des guidelines. Il peut stimuler par le clomifène ou par les létrozoles, mais en respectant ce qu'on a dit. Il est très important de faire un monitorage échographique. Le clomifène ou le létrozole, il faut aboutir à la dose efficace sans qu'elle soit excessive. Il faut aboutir maximum à 1 et on peut tolérer au maximum 2 follicules, même si on doit aller sur une stimulation unifolliculaire. Ça, c'est impératif pour éviter les risques de grossesse multiple, surtout chez des femmes jeunes qui n'ont pas une autre pathologie ou chez qui le mari est également normal. Donc, il est important de monitorer ces femmes. Par contre, une fois que vous avez trouvé l'équilibre, c'est-à-dire s'il y a un comprimé le 10e, 11e jour du cycle, on a trouvé un follicule dominant de 12, 13, 14 mm, je pense qu'on peut, pour ne pas non plus alourdir le traitement, rester sur ce traitement. Par contre, ne jamais dépasser 6 cycles de clomifène. Ça, c'est important. Et il faut savoir aujourd'hui que c'est le seul traitement qui a montré son risque en tant que traitement inducteur de l'ovulation chez la femme. Au-delà de 12 cycles dans la vie, il semble y avoir un risque sensiblement plus élevé de cancer de l'ovaire. Il ne faut pas que nous tombions dans le piège et qu'à chaque fois, ces patientes bénéficient du clomifène de façon éternelle. Au-delà de 6 cycles pour une grossesse, il est démontré qu'il n'est plus efficace et qu'il faut passer à autre chose. Hind, est-ce que tu as d'autres questions? Alors, j'ai une question encore sur la metformine qui me demande est-ce qu'il y a des effets tératogènes? En fait, au Maroc, j'insiste, il n'y a pas d'AMM pour metformine et grossesse, mais peut-être que ça viendra.
Je pense effectivement qu'avec les études qui sont sorties ces 3 ou 4 dernières années, eh bien, on devrait garder la metformine pour la grossesse et notamment dans ces cas-là. Donc, oui, les études n'auraient pas montré d'effet tératogène et peut-être que les AMM vont changer, mais pour l'instant au Maroc, on n'a pas encore l'AMM. C'est important que vous l'ayez à l'esprit. Très bien. Je pense que, en tout cas, il n'y a pas eu de nouvelles questions. Alors, quelqu'un me demande, Pierre, de répondre. Est-ce qu'il y a un poids au-dessus duquel on ne devrait pas prescrire de stimulation ovarienne, Omar? Est-ce que Il y a un poids au-dessus duquel on ne devrait pas prescrire de stimulation ovarienne? là aussi, il n'y a pas de cut-off. Par contre, je pense que j'ai été très clair en disant qu'il faut recommander à ces patientes, il ne faut pas non plus tomber dans le piège parce qu'elles finiront par laisser tomber. Il y a cette histoire de drop-off, d'abondant chez les femmes qui désirent avoir un enfant. On voit des parcours très enchevêtrés, très interrompus par des périodes longues. Or, là, j'ai quelque chose d'important chez les femmes. On sait que plus elles seront jeunes, plus leur chance de grossesse est élevée. Donc, il faudrait leur recommander de perdre 5%, les accompagner là-dessus, quitte à les envoyer chez ou les faire aider par des nutritionnistes. Il y a des médecins très compétents pour faire le suivi. Et 5% est suffisant pour démarrer un traitement. Et d'ailleurs, ça améliore les résultats. Si on n'y arrive pas et qu'on lui donne suffisamment de temps, il y a des femmes qui n'arrivent pas à perdre du poids. Il ne faut pas les priver. Il faudra démarrer en sachant que c'est des grossesses chez une femme obèse qui seront plus à risque. J'ai une question. Faut-il avoir tous les critères échographiques et biologiques pour poser le diagnostic? Je pense que c'est Nisrine Ziani. J'ai répondu en disant qu'on avait besoin de 2 critères, soit un critère hyperandrogénie, c'est-à-dire les critères cliniques ou biologiques d'hyperandrogénie, l'anovulation ou la dysovulation, c'est-à-dire les spanioménorrhées, et les signes échographiques. Si vous avez 2 de ces 3, vous pouvez poser le diagnostic. Oui. Une autre question, tout à l'heure, quand je t'ai demandé, le docteur Randy, en fait, c'est qu'est-ce que tu utilises? Parce que l'acétate décitrotérone, on ne le trouve pas. Qu'est-ce que tu utilises maintenant? On a toujours la pilule qui existe, qui a fait débat il y a quelques années en France, qui a été retirée puis remise sur le marché. On la trouve, elle est assez efficace. Mais comme je vous ai dit, je ne veux pas donner de nom, mais toutes les nouvelles pilules qui contiennent de la drospérinone a une action anti-androgénique. Et bien sûr, il faut qu'elle soit faiblement dosée en estradiol, en éthénylestradiol, 20 à 25 picogrammes par millilitre, c'est suffisant. 20 à 25 picogrammes d'éthénylestradiol. Il y en a plein sur le marché qui existent et qui ont une action anti-androgénique. Alors, pour le létrozole, si tu permets, effectivement, on le donne également du 2e au 6e jour ou du 3e au 7e jour. C'est la même façon que pour le clomifène et il ne faut pas le prolonger au-delà. On va vite passer quelques en revue s'il y a quelques nouvelles questions. Aussi. Écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour. Oui, j'espère qu'on n'a pas oublié des questions très importantes, sinon vous nous excusez. En tout cas, merci beaucoup Omar pour ce topo très complet, très pédagogique et didactique. Et je vais remercier aussi les participants pour avoir suivi. Merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin. Écoutez, je voudrais remercier les laboratoires VitaBiotique de nous avoir donné l'occasion de se regrouper de façon virtuelle dans ces temps difficiles. Je voudrais te remercier, Hind, d'avoir accepté de modérer cette session à laquelle tu as apporté ton énergie et ton savoir. Je t'en remercie. Et bien sûr, je ne finirai pas sans remercier tous les participants que j'ai vus étaient très nombreux et qui ont surtout, en ce mois de Ramadan, pris la peine de rester jusqu'à la fin. Et bien sûr, je vous souhaite beaucoup de santé et surtout rester en bonne santé, en espérant qu'on puisse se voir non virtuellement, mais physiquement dans les plus brefs délais, Inch'Allah. Et puis, bon Ramadan à vous tous. Merci.
Merci, au revoir à tous. Au revoir.